Valide pour l'hommage national à l'écrivain Jean d'Ormesson dans la cour d'honneur des Invalides à Paris, présidée par le chef de l'État. L'écrivain et académicien est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 92 ans à Neuilly. Repos. L'État qui a donc salué un prince des lettres, sachant ne jamais se prendre au sérieux, le meilleur de l'esprit français. Jean d'Ormesson était un homme épatant, comme il aimait si bien le dire, qui préférait la joie, les moments de gaieté au bonheur. Plein d'humour et homme de lettres, il connut son premier grand succès en 1971 avec son roman La gloire de l'Empire, couronné par le Grand Prix du roman de l'Académie française. 100 000 exemplaires vendus. Il s'agit de son premier succès littéraire. François Mitterrand l'avait reçu 26 fois à l'Élysée. On va écouter le chef de l'État. Messieurs les présidents, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chère Françoise d'Ormesson, chère Héloïse d'Ormesson, chers membres de la famille, chère Marie-Sara, Mesdames et Messieurs, si claire est l'eau de ces bassins qu'il faut se pencher longtemps au-dessus pour en comprendre la profondeur. Ces mots sont ceux d'André Gide, écrits dans son journal à propos de la Bruyère. Ils conviennent particulièrement à Jean d'Ormesson, car plus qu'aucun autre, il aima la clarté, celle des eaux de la Méditerranée, dont il raffolait, celle du ciel d'Italie, celle des maisons blanches de Simi, cette île secrète des écrivains, celle des pentes enneigées et éclatantes, où il aimait à skier, comme celle des criques de la côte turque, inondée de soleil. Ne fut-il pas, lui-même, un être de clarté? Il n'était pas un lieu, pas une discussion, pas une circonstance que sa présence n'illumina. Il semblait fait pour donner aux mélancoliques le goût de vivre et aux pessimistes celui de l'avenir. Il était trop conscient des ruses de l'histoire pour se navrer des temps présents. Et sa conversation, elle-même, était si étincelante qu'elle nous consolait de tout ce que la vie, parfois, peut avoir d'amer. Jean d'Ormesson fut ainsi cet homme entouré d'amis, de camarades, offrant son amitié et son admiration avec enthousiasme, sans mesquinerie. Ce fut un égoïste passionné par les autres. Sans doute son bréviaire secret était-il les copains de Jules Romain, auquel il avait succédé à l'Académie française. Berle, Caillois, Hersch, Mort, Déon, Marceau, Reims, Sureau, Rouard, Deniot, Fumaroli, Nourricier, Orsena, Lambron, Houbert, je ne peux les citer tous. Mais cette cohorte d'amis, ce furent des vacances, des poèmes récités, de la liberté partagée. Pour ceux qui l'accompagna jusqu'au terme ultime, sa présence et sa parole furent des baumes incomparables. Comme son cher Chateaubriand le disait de Rancé, on croyait ne pouvoir bien mourir qu'entre ses mains, comme d'autres y avaient voulu vivre. Cette grâce lumineuse, contagieuse, a conquis ses lecteurs qui voyaient en lui un antidote à la grisaille des jours. Paul Morand disait de lui qu'il était un gracieux dévorant, rendant la vie intéressante à qui le croisait. C'est cette clarté qui d'abord nous manquera et qui déjà nous manque en ce jour froid de décembre. Jean d'Ormesson fut ce long été auquel, pendant des décennies, nous nous sommes chauffés avec gourmandise et gratitude. Cet été fut trop court et déjà quelque chose en nous est assombri. Mais celui que l'on voyait caracoler, doué comme il l'était pour l'existence et le plaisir,
n'était pas le Ludion auquel quelques esprits chagrins tentèrent, d'ailleurs en vain, de le réduire. La France est ce pays complexe où la gaieté, la quête du bonheur, l'allégresse, qui furent un temps les atours de notre génie national, furent un jour, on ne sait quand, comme frappés d'indignité. On y vit le signe d'une absence condamnable de sérieux ou d'une légèreté forcément coupable. Jean d'Ormesson était de ceux qui nous rappelaient que la légèreté n'est pas le contraire de la profondeur, mais de la lourdeur. Comme le disait Nietzsche de ces Grecs anciens parmi lesquels Jean d'Ormesson eût rêvé de vivre, il était superficiel par profondeur. Lorsqu'on a reçu en partage les facilités de la lignée, du talent, du charme, on ne devient normalement pas écrivain. On ne se veut pas à toute force écrivain, sans quelque faille, sans quelque intranquillité secrète et féconde. J'écris parce que quelque chose ne va pas, disait-il. Et lorsqu'on lui demandait quoi, il répondait « je ne sais pas ». Ou plus évasivement encore, « je ne m'en souviens plus ». Telle était son élégance dans l'inquiétude. Et c'est là que l'eau claire du bassin soudain se trouble. C'est là que l'exquise transparence laisse paraître des ombres au fond du bleu cobalt. Un jour vint où Jean qui rit admit la présence tenaillante, irréfragable d'un manque, d'une fêlure. Et c'est alors qu'il devint écrivain. Ses yeux aujourd'hui se sont fermés. Le rire s'est tu. Et nous voici, cher Jean, face à vous. C'est-à-dire face à vos livres. Tous ceux que vous aviez égarés par vos diversions, que vous aviez accablés de votre modestie, tous ceux à qui vous aviez assuré que vous ne dureriez pas plus qu'un déjeuner de soleil, sont face à cette évidence dont beaucoup déjà avaient conscience, se repassant le mot comme un secret. Cette évidence, c'est votre œuvre. Je ne dis pas vos livres, je ne dis pas vos romans, je dis votre œuvre. Car ce que vous avez construit avec la nonchalance de qui semble ne pas y tenir, se tient devant nous, avec la force d'un édifice où tout est voulu et pensé, où l'on reconnaît à chaque page ce que les historiens de l'art appellent une palette, c'est-à-dire cette riche variété de couleurs que seule la singularité d'un regard unit. La clarté était trompeuse. Elle était un miroir où l'on se leurre. Et le temps est venu pour vous de faire mentir votre chair toulée. Que mon linceul au moins me serve de mystère, écrivait-il. Votre linceul, lui, désormais, vous révèle. Nous devrons, pour vous entendre, à présent tendre l'oreille. Et derrière les accords majeurs, nous entendrons, comme chez Mozart, la nuance si profonde des accords mineurs. Ce que votre politesse et votre pudeur tentaient de nous cacher, vous l'aviez mis dans vos livres. Et ce sont les demi-teintes, le sfumato subtil, qui vont à présent colorer la surface claire. Ce sont ces 1000 couleurs qui flottent comme sur de la moire, celles précisément dont Cocteau parlait en essayant de qualifier les blancs de Cézanne. Nous ne vous découvrirons ni triste, ni sombre. Mais derrière votre ardeur, nous saurons voir une fièvre. Derrière vos plaisirs, une insatisfaction. Et derrière votre bonheur, quelque chose d'éperdu, de haletant, qui nous touche en plein cœur. Nous entrerons dans le secret de cette âme qui s'est si longtemps prétendue incrédule pour comprendre qu'elle ne cessa d'embrasser le monde avec une ferveur mystique, débusquant partout, au cœur de son ordre improbable et évident,
ce Dieu au fond si mal caché, dont vous espériez et redoutiez la présence, et qui peut-être, dans quelque empyrée, vous dit enfin, la fête continue. Vous ne nous aviez pas si bien trompés, il est vrai. Nous savions que votre conversation la plus personnelle était réservée à ces écrivains que fascinèrent les mystères du monde, et d'abord l'insondable mystère du temps. Cheminer avec Saint-Augustin, Chateaubriand, Proust, c'est n'être point dupe des arcanes de la vie. S'entretenir par-delà la mort avec Caillois, Perle ou votre père, s'effrayer dans des contrées parfois austères où vous alliez nourrir la force de vos livres. C'est dans ces confrontations intimes que vous alliez puiser cette énergie incomparable. Contrairement à Chateaubriand, encore lui, qui se désespérait de durer, vous avez cru qu'en plongeant au cœur des abîmes de la vie, vous trouveriez la matière revigorante et universelle de livres où chacun reconnaîtrait sa condition, où chacun se consolerait de ses contradictions. Et pour cela, vous avez inventé, presque sans la chercher, cette forme nouvelle tenant de l'essai, de l'entretien, de la confession et du récit. Une conversation tantôt profonde, tantôt légère, un art libertin et métaphysique. C'est ainsi que vous avez noué, avec les Français et avec vos lecteurs dans tant de pays, une relation particulière, une proximité en humanité qui n'était qu'à vous. Le courage de l'absolu dans la politesse d'un sourire, c'est cela votre œuvre. Elle vous lie à Montaigne, à Diderot, à La Fontaine et Chateaubriand, à Pascal et Proust. Elle vous lie à la France, à ce que la France a de plus beau et de plus durable, sa littérature. C'est le moment de dire, comme Mireille à l'enterrement de Verlaine, « Regarde, tous tes amis sont là. Oui, nous sommes là, divers par l'âge, par la condition, par le métier, par les opinions politiques et pourtant profondément unis par ce qui est l'essence même de la France, l'amour de la littérature et l'amitié pour les écrivains. Et ce grand mouvement qu'a provoqué votre mort, cette masse d'émotions derrière nous, derrière ces murs, autour de nous et dans le pays tout entier, n'a pas d'autre cause. À travers vous, la France rend hommage à ce que Rinaldi appelait la seule chose sérieuse en France, si l'on raisonne à l'échelle des siècles. Évoquant dans un livre d'entretien votre enterrement, vous aviez écrit « À l'enterrement de Malraux, on avait mis un chat près du cercueil. À celui de Defferre, c'était un chapeau. Moi, je voudrais un crayon. Un crayon à papier. Les mêmes que dans notre enfance. Ni épée, ni légion d'honneur. Un simple crayon à papier. Nous vous demandons pardon, monsieur, de ne pas vous avoir tout à fait écouté. Pardon pour cette pompe qui n'ajoute rien à votre gloire. Avec un sourire, auriez-vous pu dire peut-être que nous cherchions là à vous attraper par la vanité, et peut-être même, cela pourrait marcher. Non, cette cérémonie, monsieur, nous permet de manifester notre reconnaissance et donc nous rassure un peu. Du moins puis-je, au nom de tous, vous rester fidèle en déposant sur votre cercueil ce que vous allez et ce que vous aviez voulu y voir. Un crayon, un simple crayon.
le crayon des enchantements. Qu'il soit aujourd'hui celui de notre immense gratitude et celui du souvenir. Je vous remercie. Le chef de l'État qui a donc commencé par une citation d'André Gide, qui a rappelé qu'il avait cheminé aux côtés de Chateaubriand, mais également de Marcel Proust. C'est un hommage appuyé de la part du chef de l'État à l'écrivain et au style français et finalement à la culture française. Oui, exactement, c'est la culture française, l'esprit français, dirait Orsenna d'ailleurs. Et cet esprit français, c'est aussi la grandeur française qui passe aussi par le rayonnement de ces grands écrivains, par la littérature qui est reconnue et admirée dans le monde entier. Le chef de l'État qui vient donc de déposer un crayon sur le cercueil de l'écrivain Jean d'Ormesson, drapé aux couleurs nationales. Pourquoi cet homme de droite était-il capable d'être aimé et par la droite et par la gauche, Jean-Philippe Parce Moinet? qu'il était inclassable, il le désirait. C'était sa personnalité, au-delà de ses engagements politiques, qui étaient auprès de la droite orléaniste, dans ce courant classique de l'orléanisme français libéral, et droitier, classique et conservateur. Mais en titre personnel, il cultivait ce côté inclassable. Et c'était tout l'aspect attractif du personnage. Inclassable politiquement, mais aussi dans ses comportements, prenant des trajectoires qui faisaient sourire beaucoup de monde. Et c'était son jeu derrière cette formule, d'ailleurs, qui est très intéressante d'Emmanuel Macron tout à l'heure, qui a précisé que finalement, on se gaussait de la légèreté de certaines personnalités en France. Et il a ajouté, la légèreté, ce n'est pas le contraire de la profondeur. Le contraire de la légèreté, c'est la lourdeur. Il avait autour de lui beaucoup de lourds, comme on dit aujourd'hui, des lourds au Figaro, des lourds à gauche, à droite, et lui, il passait par sa légèreté à travers les frontières qu'il transcendait finalement. Pour rester sur le fil politique, il se disait gaulliste, mais au fond, il était sûrement plus proche de François Mitterrand. Comment s'explique cette alliance de l'eau et du feu ? Parce que c'était, en fait, je pense, c'était un homme de droite qui n'avait rien de nationaliste, étriqué. C'était un universaliste, quelque part. Donc il y avait à la fois la conception, il portait à lui-même une certaine idée de la France, comme De Gaulle, mais aussi, avec Mitterrand, il reconnaissait cette ouverture, en tout cas dans la partie contemporaine, plus tardive de François Mitterrand, une ouverture d'esprit, la culture aussi, qui les rejoignait, oui. La culture littéraire. Et puis, il ne faut pas oublier que d'Ormesson, c'était aussi, de son jeune âge, son premier acte professionnel, c'était d'aller à l'UNESCO. Ce qui voulait tout dire, c'est que les frontières, finalement, ancien dans son esprit... de l'UNESCO. Oui, les frontières n'existaient pas, en fait, chez lui. Ni les frontières géographiques, ni les frontières idéologiques, et même les frontières culturelles, évidemment. D'ailleurs, il rendait hommage à François Mitterrand d'avoir réduit l'influence du Parti communiste. Je cite une citation de Jean d'Ormesson: il y a quelque chose de monstrueux dans l'alliance du socialisme français avec le communisme. Au fond, ce qui expliquait qu'il puisse être à la fois gaulliste et qu'il était mitterrandien, c'était aussi sa détestation du communisme. On va écouter l'hymne national, la Marseillaise. L'élite politique et intellectuelle française qui est donc rassemblée, gauche et droite réunie pour lui rendre hommage. Cet homme de droite qui était apprécié par les chefs d'État de gauche et sa mémoire qui est aujourd'hui célébrée par un président et de droite et de gauche, Emmanuel Macron. Julie Dingeloff, vous êtes sur place. Que retiendra-t-on de Jean d'Ormesson ?
Écoutez, de Jean d'Ormesson, on retiendra cet homme de lettres, ce journaliste, ce philosophe, ce romancier, l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, et puis ce fil conducteur de toute son œuvre, à savoir le bonheur, comme le disait votre invité à l'instant. En 1956, son premier livre s'appelait « L'amour est un plaisir ». En 2016, son dernier ouvrage, « Je dirais malgré tout que cette vie fut belle », était comme une tournée d'adieu pour ce grand écrivain auquel la France rend ses hommages aujourd'hui. Et puis un livre posthume va paraître en 2018, et moi je vis toujours comme un clin d'œil de cet homme espiègle et rieur, cet amoureux de la vie qui se décrivait lui-même comme l'écrivain du bonheur, cet homme de droite mais proche de la gauche malgré tout, comme vous le disiez à l'instant, qui a dirigé Le Figaro entre 74 et 77, cet homme qui a été élu en 1973 à l'Académie française comme le plus jeune académicien, et qui a fini par être le doyen de cette académie. Il en était d'ailleurs très fier. C'est lui qui avait poussé à faire entrer la première femme à l'Académie française, Marguerite Yourcenar. Et puis Jean d'Ormesson a aussi vu son œuvre publiée à la Pléiade de son vivant en 2015. Et je vous propose peut-être, alors qu'on entend derrière moi le concerto de Mozart en hommage à Jean d'Ormesson, de lire les derniers mots écrits par Jean d'Ormesson et dévoilés hier par sa fille Héloïse d'Ormesson. Une beauté pour toujours, tout passe, tout finit, tout disparaît. Et moi qui m'imaginais devoir vivre pour toujours, qu'est-ce que je deviens ? Il n'est pas impossible. Mais que je sois passé sur et dans ce monde où vous avez vécu est une vérité et une beauté pour toujours. Et la mort elle-même ne peut rien contre moi. Ce sont les derniers mots écrits cette semaine par Jean d'Ormesson et donc dévoilés par sa fille Héloïse d'Ormesson. Merci beaucoup Julie Dingaloff. De sa fille Héloïse, il disait d'ailleurs « Ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, c'est ma fille. Je suis plus fière d'elle que de moi. » Jean-Philippe Moinet, Jean d'Ormesson, il regardait le temps passer avec sérénité ou angoisse ? En fait, derrière sa légèreté, il y avait beaucoup de profondeur philosophique sur la mort, en fait, qui le hantait depuis longtemps. Et il y avait cette phrase incroyable, transmise hier, comme l'a dit très bien votre envoyé spécial sur place aux Invalides, « La mort ne peut rien contre moi ». En fait, cette mort le hantait depuis sa jeune enfance. En fait. Et il avait d'ailleurs, le président de la République a évoqué tout à l'heure ce mot qu'il avait souvent, Jean d'Ormesson, en disant finalement, si j'écris, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc il y avait cette anxiété, puis cette deuxième... Dans le sens de la vie et le temps qui passe, c'est ça? Le temps qui passe, et puis aussi cette chose qui a fait son émerveillement permanent, c'était cet étonnement de tous les moments qui venait de l'enfance aussi chez lui, quand il disait par exemple souvent mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Donc il y avait cette capacité au départ, dont l'anxiété et l'angoisse est le moteur, cette capacité à s'émerveiller de tout et des autres, et des femmes en particulier. Oui. Il a beaucoup. Il admirait les femmes. Il était séduit en permanence. Mais cette séduction en permanence. Pour autant, on ne peut pas dire qu'il est féministe. Il est quand même progressiste de ce point de vue-là. Pourquoi ? Peut-être à des géométries variables selon les sujets, mais sur le sujet de l'Académie française, ça a été rappelé, il y a eu un acte majeur à un moment donné, et c'est ce qui moi ça m'émeut beaucoup cette cérémonie, et ça me fait penser à la précédente au même lieu pour les obsèques nationales de Simone Veil. Il y avait des rapprochements entre les deux personnalités qui se côtoyaient beaucoup. L'une était une centriste libérale progressiste dans le sens complet du terme, lui était un conservateur de droite libéral quand même, et le libéralisme culturel les rejoignait. Et d'autres choses les rejoignaient, c'est ce progressisme quand même qui était moins avancé, on va dire, chez Jean d'Ormesson que chez Simone Veil, mais par exemple, il était seul contre tous les hommes à l'Académie française, comme beaucoup d'hommes en tout cas, pour militer et faire en sorte, et c'est lui qui l'a permis, que Marguerite Yourcenar soit la première femme à l'Académie française, avec ce mot incroyable qu'il a eu, que me permet de citer, qu'il avait prononcé devant les académiciens hommes à 100%, et il disait: je vais prononcer devant vous, mes chers messieurs, un mot inouï et prodigieusement singulier, Madame. Et ce mot inouï et prodigieusement singulier est destiné à Madame Yourcenar et heureusement à toutes les femmes
qui ont pu rentrer dans le panthéon de l'Académie. Et l'ironie de l'histoire est que c'est Jean d'Ormesson qui a fait le discours d'entrée de Simone Veil à l'Académie française. Même si la différence avec Simone Veil quand même, c'est que Jean d'Ormesson, il fréquentait les institutions, il en faisait même partie, tout en les détestant et en aimant les transgresser. C'est ainsi d'ailleurs qu'il fait entrer Marguerite Yourcenar, oui. Différente de Simone Veil. C'est vrai, il y a des différences, et évidemment, il y en a même de multiples. Ils ont eu des discussions contrastées, on peut l'imaginer. Ils étaient d'ailleurs dans l'univers, dans les années 70, de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République. Qui est d'ailleurs présent à cette cérémonie. Oui, et le président Giscard d'Estaing est présent et était très volontaire pour être présent à cette cérémonie, malgré son âge avancé, avec deux autres présidents de la République française, anciens présidents. Le président Chirac aurait souhaité venir à cette cérémonie, mais les circonstances peut-être de santé ne lui permettent pas. Mais en tout cas, outre Nicolas Sarkozy, François Hollande, il y a Valéry Giscard d'Estaing qui a évidemment très bien connu Jean d'Ormesson et Simone Veil aussi, avec leurs différences que vous avez rappelées à juste titre. Vous l'avez connu par ailleurs sur le plan professionnel. Et vous l'avez également connu, je crois, sur le titre personnel. Est-ce qu'il était aussi charmeur et agréable ? Oui, effectivement, je l'ai connu et surtout croisé au Figaro du temps de la direction assumée par Franz-Olivier Gisbert à l'époque. Et c'était un personnage qui passait et qui avait ce côté... il n'était jamais sombre dans les expériences de rencontres que j'ai eues. Il était toujours avec ce regard souriant qui montrait, quand il s'agissait des personnes qu'il croisait, qui avaient un intérêt pour ces personnes, même si parfois c'était peut-être un intérêt superficiel, mais je pense que le superficiel veut dire quelque chose, c'est qu'il n'y avait pas de désintérêt pour les personnes qu'il croisait, et il y avait ce sourire souvent caustique, cet humour aussi. Il y a eu cette phrase aussi insensée quand il a été interrogé par Pivot, qui lui demandait quel était son mot préféré. Il disait juste, ce qui montre un caractère décalé par rapport à la droite conservatrice. Et le mot qu'il aimait le moins, c'était ordre. Et puis on lui demandait, à votre mort, qu'est-ce que vous aimeriez entendre ? Et il a répondu, entre, pauvre imbécile. Et ça, c'était du d'Ormesson, c'est qu'il se moquait évidemment beaucoup de lui-même, mais il se moquait pas forcément beaucoup des autres, en tout cas devant eux. Et il montrait une démonstration d'intérêt par ce regard pétillant qui a marqué beaucoup de ceux qui l'ont croisé. Cette élégance qui le caractérisait, cette amabilité, est-ce que c'était pas au fond aussi une forme de protection ? C'était une forme de protection et une forme de profondeur, comme l'a souligné Emmanuel Macron tout à l'heure. Cette protection, effectivement, contre toutes les ardeurs, les duretés de la vie, qu'il n'a évidemment pas échappé, et aussi les tragédies de l'histoire, qu'il avait évidemment en conscience parfaitement. Et c'est un romancier, il y a une autre expression extraordinaire, j'ai trouvé, concernant son style et son registre qui est moins actuel, mais qui est dans le grand classicisme de la littérature française, où il arpentait en fait les faces ensoleillées du volcan, le volcan de l'humanité. Et il voulait pas rentrer dans la cheminée noire par ses écrits de ce volcan de l'humanité tragique, mais il la voyait très bien. Il préférait rester sur ces faces ensoleillées de ce volcan tragique de l'humanité. Julie Dingoloff, on voit son épouse François Béguin qui donc suit le cercueil. Comment va se dérouler cet hommage national ? Écoutez, l'hommage s'achève. Le président de la République ainsi que la famille de Jean d'Ormesson, Héloïse d'Ormesson, sa fille, ainsi que sa femme Françoise d'Ormesson Béguin suivent le cercueil en ce moment même. Et le cercueil va donc sortir des Invalides. Un hommage très solennel, très littéraire, un discours empli d'images de la part du président de la République qui a parlé de Jean d'Ormesson comme un homme de clarté, qui a fait énormément de références à différents auteurs qui ont accompagné et bercé Jean d'Ormesson. Sont présents à cet hommage national rendu à Jean d'Ormesson toute la classe politique française de droite comme de gauche. Vous l'avez dit, d'anciens présidents de la République comme François Hollande ou encore Nicolas Sarkozy qui avaient soutenu Jean d'Ormesson lors de la course à l'élection présidentielle, mais également Valéry Giscard d'Estaing et puis les présidents d'Assemblée, plusieurs ministres, la ministre de la Culture. Et nous avons vu entrer dans cette cour d'honneur
d'honneur des Invalides, les académiciens, les membres de l'Académie française, ceux qu'on appelle les immortels, dans cette tenue si symbolique verte et noire pour rendre un dernier hommage, un dernier adieu à celui qui était donc leur doyen Jean d'Ormesson. Merci beaucoup Julie Dangeloff. On continue d'en parler avec vous, Jean-Philippe Moinet. Le chef de l'État a dit que c'était un être de clarté, mais est-ce qu'il ne cultivait pas quand même une forme d'ambiguïté en voulant être inclassable, être de droite mais adorer choquer ses amis, la gauche le combattait mais en même temps il la séduisait? Oui, il était, comme beaucoup d'artistes, et même comme tout le monde, assez multifacette finalement. Il avait effectivement, une de ses formules était assez extraordinaire. Il a dit à un moment donné, je suis un mélancolique béni des dieux, et je suis donc un mélancolique gai. Et dans cette formule, il y a tout d'Ormesson. Effectivement, ce contraste de sentiments, cette superficie, mais qui n'est pas si superficielle, de la gaieté permanente, et cette profondeur mélancolique. On voit Renaud Capuçon Oui. à l'image. Grand violoniste qui avait reçu d'ailleurs le prix de l'Académie Ravel. Le moment en musique aussi est effectivement très, très émouvant. Et donc cette multiplicité du personnage d'Ormesson en fait son universalité finalement, parce que chacun s'y retrouve, et c'est pour cela qu'il est en phase finalement avec à la fois, j'allais dire, des vieux et des jeunes aussi. Les jeunes ont vu dans d'Ormesson, par son ironie, son humour, quelque chose de très moderne, et il est resté jusqu'au bout assez universel finalement, à la fois dans ses publics et dans ses sentiments qu'il portait lui-même et dans ses messages qu'il laisse par la littérature, qui sera immortel, parce que sachez que son prochain livre va s'appeler « Je vis toujours ». Et toujours son regard distancié sur la vie. Exactement. Il était journaliste, écrivain, romancier, philosophe, essayiste, ancien directeur de l'UNESCO, conseiller politique. Qu'est-ce qui caractérisait le mieux son œuvre ? Alors, c'est difficile à résumer en un mot, mais ce qui caractérise son œuvre, moi je le dirais aujourd'hui, avec le recul qu'on essaie d'avoir, c'est cet universalisme français, dans tous les sens du terme, à la fois généreux, parce que c'était un homme généreux. Il disait d'ailleurs qu'il admirait les gens qui étaient durs avec eux-mêmes et doux avec les autres. Et lui, il se disait doux avec lui-même, par les plaisirs de la vie, et doux avec les autres. Et c'est vrai que cet universalisme français est assez porté aujourd'hui dans le monde entier, au sens de la littérature. Et c'est vrai qu'il fait partie, alors il se disait en rigolant que c'était le dernier des Mohicans. Ce n'est pas totalement faux d'ailleurs, parce que les grands auteurs français n'ont peut-être pas toutes les caractéristiques qu'il a pu avoir. Mais en tout cas, c'est cette ouverture française, tradition à la fois, une grande tradition aristocratique, conservatrice, mais aussi doublée d'une ouverture culturelle qui faisait qu'il était décalé par rapport à son milieu. Et c'est peut-être fait la raison qu'il n'est pas resté très longtemps d'ailleurs à la tête du Figaro. Il a un côté original qui a fait que, y compris idéologiquement, qu'il avait peut-être d'autres choses à explorer dans la vie et d'autres aventures à vivre. Julia, rapidement, cet hommage national est donc en train de se terminer. Oui, il vient de s'achever. Les invités sont invités à quitter la cour d'honneur des Invalides. Un hommage très solennel, je vous le disais, très littéraire, très émouvant aussi par le choix des mots choisis par le chef de l'État Emmanuel Macron, qui a parlé de Jean d'Ormesson comme d'un être de clarté, qui a indiqué qu'à travers cet hommage national, eh bien, c'était une cérémonie pour manifester la reconnaissance de la France à Jean d'Ormesson. Je vous rappelle, ce genre de cérémonie est assez rare. La dernière fois qu'elle s'est déroulée, c'était pour Simone Veil en juillet dernier. Simone Veil qui était également membre de l'Académie française. Le chef de l'État qui, comme un symbole, a déposé un crayon sur le cercueil de Jean d'Ormesson, qui était également accompagné de son épée d'académicien et de sa grande croix de la Légion d'honneur. Une cérémonie aussi qui était accompagnée par différents membres de la classe politique française, les anciens présidents de la République, François Hollande, Nicolas Sarkozy ou encore Valéry Giscard d'Estaing, qui tenaient
Monet à être présent également, et puis bien sûr de nombreux ministres, de nombreux parlementaires et les membres de l'Académie française, ceux qu'on appelle les immortels, vêtus de leur costume traditionnel noir et vert, étaient également présents pour rendre hommage à Jean d'Ormesson. Le cercueil de l'académicien vient de quitter la cour d'honneur des Invalides, accompagné du président de la République ainsi que de son épouse et bien sûr de sa famille, de sa femme et de sa fille. Merci beaucoup Julie Nagelov pour cette édition spéciale. Merci à vous Jean-Philippe Moinet. Je rappelle donc que vous êtes directeur de la revue Civique et chroniqueur à Huffington Post. Son engagement politique était de droite, même s'il connaissait par cœur les poèmes d'Aragon, Jean d'Ormesson. Oui, il y a peut-être deux mots qui nous transmet, deux seuls mots, l'émerveillement et le rayonnement. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cette édition spéciale. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal et un Paris Direct. Merci à vous tous de votre attention.